Yassas Seolus et bienvenue sur Hellenikos Cosmos. À la toute fin du 19e siècle, la Grèce traverse l'une des périodes les plus mouvementées et complexes de son histoire contemporaine. Le pays est encore jeune, fragile et profondément instable politiquement. Les gouvernements se succèdent à un rythme effréné, tandis qu'à l'extérieur, les Balkans s'embrasent, minés par les rivalités nationales, les ambitions territoriales et le déclin de l'Empire ottoman. Dans ce chaos général, une figure va émerger, un homme qui va incarner le renouveau grec, Elefthérios Venizelos. Mais avant qu'il n'impose sa vision, la Grèce va passer par l'humiliation, la colère et le tumulte. Bienvenue dans cet épisode 6 de notre série sur l'histoire de la Grèce moderne. En 1897, la Grèce entre en guerre contre l'Empire ottoman pour soutenir les mouvements insurrectionnels sur l'île de Crète qui réclament leur attachement à la Grèce. Mais cette guerre tourne très vite au désastre, la Grèce subit une défaite humiliante et doit accepter des conditions écrasantes. La Crète obtient alors un statut d'autonomie sous souveraineté ottomane. Mais la Grèce sort anéantie de cette aventure, traumatisme politique, choc démographique et catastrophe économique. Les réparations de guerre sont colossales et en 1893, le pays avait déjà déclaré la banqueroute nationale. Les grandes puissances imposent alors la Commission internationale de contrôle, chargée de gérer les finances du royaume. Pour les Grecs, c'est une nouvelle humiliation nationale, vécue comme une atteinte directe à leur souveraineté. Paradoxalement, cette tutelle étrangère permettra de redresser peu à peu l'économie. Dans ce climat de crise, la société se fissure. La colère populaire gronde, le système politique vacille, et pour la première fois, des femmes commencent timidement à s'impliquer dans la vie politique, brisant peu à peu les carcans traditionnels. Alors que le pays se relève à peine de sa défaite, un autre conflit, culturel et idéologique, déchire la nation. La question linguistique grecque, το γλωσσικό ζήτημα. Deux camps irréconciliables s'opposent. Les partisans de la Katharevousa, une langue artificielle inspirée du grec ancien, censée rattacher la Grèce à la grandeur de l'Antiquité, et les défenseurs de la démotique, la langue vivante du peuple. Cette querelle existe depuis les débuts de l'État grec, mais elle atteint son paroxysme à la fin du 19e siècle. En 1888, Jean Psychari publie To Taxidimon, un manifeste en faveur de la démotique qui enflamme le débat et provoque un véritable séisme culturel. Tous les clivages politiques, entre conservateurs et libéraux, se cristallisent autour de cette question de la langue. Même les femmes écrivaines qui émergent à cette époque sont confrontées à ce choix. Elles sont censées écrire en Katharevousa, mais certaines osent publier en démotique, défiant à la fois les conventions patriarcales et l'idéologie nationaliste. Il faudra attendre 1976 pour que la démotique devienne officiellement la langue de la Grèce, mais cette guerre des langues révèle à quel point la société grecque est fracturée à la veille du XXe siècle. Alors que la situation intérieure est explosive, la région des Balkans s'embrase elle aussi. La Macédoine est sous tension, le nationalisme bulgare devient une menace directe pour la communauté grecque de Macédoine. Les Bulgares cherchent à bulgariser ces territoires fertiles et stratégiques pour accéder à la mer. Les Grecs s'organisent en groupes armés clandestins pour protéger leur population. La Crète est également en ébullition. Après 1897, la Crète obtient un statut d'autonomie sous la tutelle du prince Georges de Grèce, nommé haut commissaire par les grandes puissances. Mais les notables crétois rejettent cette tutelle. À leur tête, Elefthérios Venizelos organise en 1905 une insurrection victorieuse qui contraint le prince et les troupes étrangères à quitter l'île. C'est le premier grand succès de Venizelos et le point de départ de la marche vers l'union, ou en grec Ienossi, de la Crète à la Grèce. Dans l'Empire ottoman en décomposition, un mouvement réformateur et nationaliste émerge. Les jeunes Turcs. Parmi eux, un jeune officier né à Thessalonique, Mustafa Kemal Atatürk, joue un rôle actif. En 1908, il se soulève à Thessalonique et impose une constitution, espérant moderniser l'Empire, mais en instaurant aussi une politique de turquisation autoritaire des populations non musulmanes.
En 1909, la situation politique grecque explose. Des officiers de l'armée, exaspérés par la corruption et l'immobilisme, mènent le coup d'État de Goudi, dirigé par Nikolaos Zorbas. Ils exigent des réformes, la démission du Premier ministre et un éloignement de la couronne. Le roi cède, un nouveau gouvernement est mis en place, mais le conflit éclate très vite entre les militaires et l'Assemblée. Les officiers appellent alors Venizelos, qui jouit d'une forte popularité en Crète, pour arbitrer la crise. D'abord réticent à être associé aux putschistes, il finit par accepter à ses conditions. Élections, révision de la Constitution et réformes profondes. Les élections ont lieu, les libéraux remportent une large victoire et la Constitution grecque de 1864 est révisée en 1911. Venizelos lance une vaste modernisation de l'État, réforme de l'administration, de l'armée, de la justice. Pour la première fois, la Grèce commence à ressembler à un véritable État de droit. Mais l'économie reste fragile, le pays, endetté depuis sa création, doit contracter un nouvel emprunt en 1911. Pendant ce temps, les Balkans basculent dans le chaos. Après la révolution des jeunes Turcs, les populations chrétiennes subissent une politique de turquisation forcée. Les Grecs, Serbes, Bulgares et Monténégrins mettent de côté leur rivalité et forment une ligue balkanique pour affronter l'Empire ottoman. En 1912 éclate la première guerre balkanique. Les Ottomans sont écrasés, les Grecs reprennent Thessalonique, Ioannina et de vastes territoires. Les Bulgares avancent en Macédoine et Thrace, et la Crète est officiellement rattachée à la Grèce. L'Italie profite du chaos, s'empare du Dodécanèse et de Rhodes, qu'elle gardera jusqu'en 1947. La paix est signée par le traité de Londres en mai 1913, qui fixe notamment la frontière gréco-turque sur la rivière de l'Evros. Mais les anciens alliés s'entredéchirent aussitôt. La Bulgarie attaque la Serbie, puis la Grèce, et se retrouve elle-même attaquée par la Roumanie. La deuxième guerre balkanique se termine par le traité de Bucarest en août 1913. La Grèce obtient la Chalcidique, Kavala et de nombreuses îles de la mer Égée, tandis que l'Albanie devient un État indépendant. Au terme de ces guerres, la superficie de la Grèce double et sa population augmente considérablement. C'est une période d'euphorie nationale et d'essor économique, portée par l'idéologie de la grande idée. Mais cette parenthèse sera brève, la Première Guerre mondiale approche déjà. Né en 1864 à Mourniès, près de la Canée, en Crète, Venizelos est juriste de formation. Après des études de droit à Athènes, il devient avocat, puis entre en politique, séduit par le combat de l'union de la Crète à la Grèce. Il joue un rôle décisif dans l'insurrection de 1905, chasse le prince au commissaire et devient le symbole de la cause crétoise. Appelé à Athènes, il s'impose rapidement comme l'homme providentiel, fonde le parti libéral et incarne un nouvel élan politique social. Doté d'un véritable génie politique, Venizelos parvient à rallier la bourgeoisie grecque de jeunes intellectuels et réformateurs autour de son projet de modernisation. En 1916, il sera au cœur d'un coup d'État qui fera basculer la Grèce du bon côté pendant la Première Guerre mondiale. Avec lui, la Grèce entre enfin dans la modernité. Entre 1897 et 1913, la Grèce aura connu l'humiliation, les crises, la division, mais aussi la renaissance et les conquêtes. Et à la tête de ce renouveau, Venizelos aura su transformer un État vacillant et une nation ambitieuse et moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode de cette grande fresque de l'histoire de la Grèce moderne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee, le lien est en description. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Sur ce, Nastekala.